Bonjour à tous, Jean-Luc Toulec. Donc j'ai une double casquette un peu. Je suis à la fois ici en tant qu'enseignant. En fait, je suis basé au lycée agricole de Saint-Aubin-du-Cormier où j'interviens sur les filières. J'intervenais sur les filières nature parce qu'aujourd'hui j'anime le réseau biodiversité de l'enseignement agricole. C'est-à-dire que je travaille vraiment sur les questions de comment on intègre et comment on prend en compte la question de la biodiversité dans les exploitations agricoles de lycée, par exemple, et dans les formations. Et puis j'ai une deuxième casquette associative. Je suis impliqué aussi à titre associatif dans l'association Bretagne Vivante, asso de connaissance et de protection de la nature. Et ben d'ailleurs, vous avez dans vos pochettes des documents, des panneaux en fait, qui ont été produits entre la Chambre d'agriculture et l'association Bretagne Vivante. C'est pas si courant que des chambres d'agriculture et des assos de protection de la nature travaillent ensemble. J'espère que ce n'est que le début, parce que justement, mon intervention, c'est pour dire justement, c'est la première chose qui est mise là-dessus. Là, la biodiversité, c'est bon pour l'agriculture. C'est vraiment le fil conducteur de ce que j'ai à dire. C'est-à-dire que on est souvent dans les questions environnementales sur des logiques de contraintes. Alors que là, il faut, moi je pense maintenant qu'on passe à des logiques d'atouts et de valeurs ajoutées. C'est-à-dire vraiment l'environnement, la biodiversité, ce sont des atouts et des valeurs ajoutées pour l'agriculteur comme pour le territoire. C'est vraiment l'élément essentiel de mon discours. Alors ça veut dire quoi? Déjà, la première question, c'est qu'est-ce qu'on entend par la biodiversité? La biodiversité, comme c'est mis sur les panneaux, la biodiversité, c'est bien l'ensemble des êtres vivants. Et à vrai dire, nous, êtres humains, nous faisons partie de la biodiversité. Nous sommes donc dans ce qu'on appelle le tissu vivant de la biodiversité. Le tissu vivant, c'est bien, j'aime bien cette image-là parce qu'elle montre aussi que ce n'est pas simplement des espèces et des habitats, c'est aussi un ensemble d'interactions, de fonctionnements, de fonctionnalités qui sont extrêmement importantes. Il ne faut pas considérer la biodiversité comme étant une liste d'espèces, mais c'est bien un ensemble d'interactions qui jouent des rôles et qui jouent des rôles et des fonctions extrêmement importantes, et qui derrière se traduisent en services pour l'activité humaine, qui se traduisent en services divers et variés, services d'approvisionnement, services de régulation, services culturels, c'est-à-dire des bénéfices dont tire l'homme à partir de ces fonctionnements du vivant, quelque part. Des services aussi bien de santé, la qualité de vie, que la production agricole, qui est quand même un des premiers services issus du fonctionnement du vivant. Donc c'est vraiment important de considérer la biodiversité comme ça, sous cet angle de espèces, habitat, mais aussi fonctions et services, donc les interactions. C'est vrai qu'on a du mal à comprendre finalement le fonctionnement du système vivant, des écosystèmes, parce que c'est des systèmes extrêmement complexes. Quand on parle du tissu vivant tout à l'heure, c'est des tissus qui sont très denses. Et quand on parle d'érosion de la biodiversité, l'image du tissu est assez bonne aussi, parce que plus on enlève de fil, évidemment, plus vous comprenez que le tissu tient de moins en moins bien, et que donc les fonctions qui sont assurées par l'ensemble de ce tissu sont aussi remises en cause. Donc cette image me paraît bien intéressante. Et la biodiversité aussi, c'est aussi la biodiversité sauvage, bien sûr, qu'on a sur une exploitation, mais c'est aussi la biodiversité domestique. Les races, les variétés qu'on va utiliser, ça fait partie de l'ensemble de la biodiversité. Et travailler sur la biodiversité dans une exploitation agricole, c'est travailler sur cet ensemble-là. Biodiversité sauvage, biodiversité domestique. Et alors, bon, voilà, il y a la présentation de l'écosystème en tant que tel. Alors maintenant, à quoi sert la biodiversité pour un agriculteur? Puisque justement, si on dit que c'est une valeur ajoutée, eh bien, elle sert, ça a été évoqué tout à l'heure, je pense que le premier élément, c'est quand même le sol. Il n'y a pas de sol qui fonctionne si le sol n'est pas vivant. C'est un milieu vivant, le sol. Il n'y a pas de production agricole sans un sol vivant. Je pense que ça, c'est l'évidence. Les premiers ingénieurs de l'écosystème, c'est les vers de terre. Quand on dit ingénieur de l'écosystème, ça veut dire que ces vers de terre, par leur action, à la fois de consommer de la matière organique pour la transformer en matière utilisable par les plantes, ils jouent aussi un rôle de structuration du sol qui va permettre à l'eau de circuler et aux bactéries qui vont de fonctionner aussi. Et donc, à travers son action, il est lui-même générateur d'un ensemble d'actions, d'interactions qui vont permettre au sol de fonctionner et de nourrir la plante. Et donc, c'est un service de fertilité qui est rendu gratuitement d'ailleurs, par les vers de terre et toute la faune qui est associée aux vers de terre. Donc, et aux champignons d'ailleurs, qui jouent un rôle extrêmement important. Donc, parce que parfois on a vu le sol comme un support, il suffit de mettre les intrants qu'on veut et puis on a la production qu'on souhaite. Mais c'est une vision très réduite finalement de cet écosystème sol. Le deuxième service peut-être important, c'est la question des auxiliaires globalement de l'agriculteur. Évidemment, je ne vais pas vous dire là que la nature, la biodiversité n'est que favorable. Il y a des maladies, des ravageurs, il y a des aléas divers et variés.
qui impactent la production. Mais il y a aussi tout un ensemble d'impacts positifs, d'auxiliaires, aussi bien les pollinisateurs. On pense souvent aux abeilles. C'est vrai que les abeilles, c'est l'entrée souvent principale autour de la pollinisation. Mais quand on dit abeilles, on oublie une chose, on pense à l'abeille domestique, mais on oublie qu'il y a 1000 espèces d'abeilles différentes en France, sauvages. Abeilles solitaires, abeilles coloniales, diverses et variées, les bourdons, etc. Et qu'il y a aussi dans le service de pollinisation énormément d'autres espèces qui jouent ce rôle de pollinisation. Ça a été montré par exemple sur les prairies naturelles en Auvergne, qu'il y a plus de 400 espèces qui pollinisent les 16 familles de plantes qu'il y a dans les prairies, et qu'en fait ça fait des interactions extrêmement variées parce qu'il y a eu une coévolution des espèces de pollinisateurs avec les plantes. Donc chaque plante a son type de pollinisateur, et donc ça fait un réseau d'acteurs finalement et de services de pollinisation gratuits là, qui est extrêmement complexe. Et dans ce réseau-là, eh bien, contrairement à ce qu'on pourrait, à l'image qu'on en a, les espèces dans ce réseau de 400 espèces là, les espèces les plus abondantes sont des mouches. Il y a les papillons, il y a des coléoptères, il y a bien sûr les hyménoptères, c'est-à-dire les abeilles, mais il y a aussi des mouches. Dans la variété, la diversité des mouches, il y a énormément de mouches qui jouent un rôle extrêmement important en termes de pollinisation. Vous voyez, c'est quelque chose qui n'est pas forcément connu. Donc, on a des systèmes comme ça complexes qu'il est intéressant de connaître et de comprendre pour pouvoir ensuite agir. Parce que finalement, la question qui va se poser, j'ai oublié de parler de la biorégulation, évidemment, l'auxiliaire qui vont jouer un rôle contre les ravageurs, c'est extrêmement important aussi. C'est ce qu'on appelle la lutte biologique par conservation. De plus en plus, on est dans ces logiques-là. Ça veut dire que la lutte biologique, vous voyez ce que ça veut dire, avoir un auxiliaire qui va finalement peut-être demain remplacer un pesticide quelque part, sauf que c'est pas aussi simple que ça. On remplace pas un produit pesticide en disant par une armée de coccinelles de manière aussi simple, parce qu'on inscrit les armées de coccinelles quelque part dans le fonctionnement d'un système vivant. Donc ces coccinelles, ces cirfes, ces chrysopes qui vont jouer un rôle dans la régulation, il faut qu'elles trouvent dans le milieu que constitue l'exploitation et son territoire, il faut qu'elles y trouvent les éléments nécessaires à leur vie, à leur cycle de vie. Et dans ce cycle de vie, par exemple, il y a le besoin de l'hiver. C'est-à-dire que si on veut avoir des coccinelles pendant la période de printemps sur les cultures, il faut qu'elles puissent trouver des espaces où elles vont pouvoir se reposer ou en tout cas vivre pendant l'hiver. Et donc ça, c'est par exemple les haies. C'est le rôle des haies extrêmement important, le rôle des bords de champs, le rôle de ce qu'on appelle les infrastructures agroécologiques, tous les espaces qui sont, entre guillemets, non productifs aux abords des exploitations et qui, pourtant, jouent un rôle extrêmement important, réservoir d'auxiliaires, carabes, etc., le carabe qui mange les limaces, et qui jouent un rôle extrêmement important en termes de fonctionnalité de ce point de vue-là. Donc, considérer l'exploitation agricole, c'est considérer, bien sûr, les espaces productifs, mais c'est considérer aussi les espaces, entre guillemets, que je viens de dire non productifs, comme des infrastructures qui jouent un rôle extrêmement important dans les interactions avec le système de production. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça veut dire qu'on est sur un pilotage, finalement, parce que l'agriculteur, il est pilote de son exploitation. Et dans cette logique-là de pilotage de l'exploitation, moi, il me semble que dans la formation agricole, de plus en plus, on est dans ces logiques-là. Il est important, du coup, de réussir à maintenant observer, finalement. Comment on peut avancer là-dessus? Ça suppose d'observer. Est-ce qu'on connaît un peu les auxiliaires? Quand on va voir un champ de colza, on connaît le méligette. Est-ce qu'on connaît aussi les auxiliaires qui vont aller et comment on les observe? Et donc, on travaille, par exemple, sur l'enseignement agricole là-dessus, sur reconnaître un certain nombre d'auxiliaires. Si on va sur le terrain et qu'on descend un peu de son tracteur, on va pouvoir peut-être observer, d'une part, les ravageurs qui sont présents, mais aussi que certains auxiliaires. Et on va, du coup, forcément se poser la question d'intervenir ou pas chimiquement, ou de laisser la lutte biologique fonctionner. Et vous voyez, donc ça suppose qu'on soit capable d'observer ces éléments-là pour ensuite décider ce qu'on va pouvoir faire, et donc de connaître et de comprendre. Alors évidemment, quand je dis ça, un agriculteur ne peut pas être polyvalent et connaître l'ensemble de... Voilà, mais je pense qu'il y a toute une logique derrière ça d'accompagnement des agriculteurs, à la fois dans le terme de formation, mais aussi dans le terme de conseil, dans le terme aussi de groupe d'agriculteurs. D'ailleurs, il y en a qui vont présenter leur travail qu'ils mènent ensemble là. Je pense que la question de la biodiversité et de la prise en compte du vivant, finalement, sur une exploitation, elle est plus complexe que de fonctionner avec des intrants quand on sait, quand on met, quels effets ils vont avoir. La biodiversité, c'est plus aléatoire. C'est une réalité. C'est plus aléatoire, c'est plus incertain. Et donc, il y a une part aussi là-dedans de risque. Est-ce que je prends le risque ou pas de ne pas traiter?
et donc de laisser les auxiliaires fonctionner. Ben ça suppose, pour travailler sur ce risque, d'être accompagné, d'avoir une logique de travailler avec d'autres. Et entre autres, nous, naturalistes, notre rôle, ou qui connaissent la biodiversité, notre rôle, c'est aussi de travailler avec les agriculteurs là-dessus, d'essayer de discuter, d'échanger. On n'est pas dans une logique de conseil. Moi, je n'ai pas de conseil particulier à donner aux agriculteurs, ils savent ce qu'ils ont à faire. Par contre, on peut contribuer à la connaissance qui va aider l'agriculteur dans sa décision. Je pense que ça, c'est vraiment essentiel. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on décloisonne un peu aussi les regards et qu'on soit aussi capable de relier et de faire en sorte de travailler ensemble, d'avoir un peu d'intelligence collective, autrement dit, dans la manière dont on pilote une exploitation, si demain on veut fonctionner, je l'espère, de plus en plus avec le vivant. Parce que finalement, le vivant, il rend des services gratuits, il est là. Est-ce qu'on peut le mobiliser davantage au service de son exploitation ? Ben, je pense que oui. Et je pense qu'il y a une entrée aussi, la dernière entrée, c'est l'entrée territoriale. On la retrouve un peu à travers ce type de schéma, l'aménagement du paysage et biodiversité. Je pense aussi que les territoires, et d'ailleurs il y en a pas mal d'élus ici, ont un rôle éminent à jouer là-dessus. Sur la question de la trame verte et bleue, ça a été évoqué tout à l'heure. La trame verte et bleue, c'est finalement redonner au territoire un peu plus de fonctionnalité écologique. C'est ça que ça veut dire. De la fonctionnalité écologique qui rend service potentiellement à l'agriculteur, à condition qu'on soit capable d'évaluer justement en quoi ce service-là et comment on peut l'optimiser, mais qui rend service au territoire, bien évidemment aussi, à travers les fonctions que vont jouer ce réseau de haies. Mais ce n'est pas que des réseaux de haies. Ça peut être des réseaux de mares, c'est un réseau d'ensemble finalement d'éléments naturels ou semi-naturels qu'il y a dans le territoire et qui jouent des fonctions essentielles. Donc j'aimerais bien demain qu'on arrive à dire, enfin, la biodiversité de la nature, c'est un socle éminemment important pour le fonctionnement des territoires et des activités humaines qui y sont liées. Et donc ça devrait aussi, j'espère que ce sera le cas, être un socle pour l'aménagement des territoires. L'aménagement des territoires, la gestion des territoires, elle devrait être basée en partie sur la compréhension, la connaissance, la compréhension de ce fonctionnement du vivant, parce que ce sont des services qui sont indispensables à l'homme, aussi bien aux activités humaines qu'à la santé et aux questions de qualité de vie. Or, aujourd'hui, on a encore un peu ce défaut-là d'avoir finalement ce qu'on appelle un peu l'ingénierie écologique, quelque part, c'est-à-dire la capacité à restaurer les fonctionnalités, à les développer. Et pas simplement, voilà, je pense qu'il faudra associer demain de plus en plus le génie écologique au génie civil dans l'aménagement de nos territoires pour enfin arriver, je pense, à mieux fonctionner et avoir des territoires, ce qu'on appelle résilients. C'est-à-dire des territoires résilients, c'est des territoires qui demain, y compris dans les défis du changement climatique, vont être capables de s'adapter et d'avoir vous voyez, résilience, c'est la logique, en fait, de plus on a de diversité, globalement, plus un territoire est résilient. C'est-à-dire qu'une espèce, si elle disparaît parce que le changement climatique l'a fait, elle est remplacée par une autre. Mais si cette espèce-là n'est pas présente dans le territoire, parce que le milieu ne la favorise pas, elle ne peut pas remplacer l'autre. Elle ne peut pas, vous voyez, jouer un rôle complémentaire de l'espèce qui a disparu ou qui est... Voilà. C'est ça la logique de trame verte et bleue. C'est aussi permettre que les espèces circulent et qu'elles donc puissent jouer ce rôle qu'on leur demande de jouer, qu'on leur demande et qu'on ne voit pas forcément parce que c'est un service qui est gratuit finalement. Et alors la dernière chose que je voudrais dire, on est dans les états généraux de l'alimentation en ce moment. Je pense aussi qu'il y a un travail à faire sur la question des produits, la valorisation des produits et le rôle du consommateur. Parce qu'aujourd'hui, on a très très peu de produits qui sont valorisés, parce que ça serait intéressant en termes de rémunération justement de ce service rendu par les agriculteurs et pour les agriculteurs. Comment on intègre ces questions de biodiversité dans la valorisation des produits ? Comment on intègre ça dans la valorisation des produits demain ? Il n'y a quasiment pas de produits à valeur ajoutée, il y en a très peu en Bretagne déjà, mais justement, même dans le cahier des charges de l'agriculteur bio, il n'y a quasiment rien sur la biodiversité. Donc ça veut dire que là, on a un travail à faire. C'est pas simple. Je ne dis pas que c'est simple, parce qu'avoir des indicateurs de la question de la biodiversité, c'est pas simple. Mais je pense qu'on a intérêt à y réfléchir parce que c'est de l'importance à la fois du service pour l'agriculteur, en termes de rémunération comme de services rendus, et pour le territoire. Voilà, merci.